Alors bonsoir. Au nom de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, de sa présidente Marie-Christine Lagourdette, de son directeur général Luc Lièvre, de la directrice du musée Corinne Bélier, je vous remercie de votre présence ce soir et je suis ravie de vous retrouver nombreux malgré un contexte peu propice. Nous poursuivons ce cycle de conférences consacrées à l'Art Nouveau en Europe avec une avant-dernière conférence consacrée au centre du Nord. Et je remercie chaleureusement Jeremy Howard, maître de conférence à l'Université écossaise de St Andrew et un des plus grands spécialistes de l'Art Nouveau européen, d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce thème qui lui est cher. Donc après Vienne, Paris et Nancy, un saut hélas manqué à Bruxelles, nous voyagerons ce soir de Novgorod à Glasgow en passant par Saint-Pétersbourg, Stockholm, Helsinki et Riga. Je vous rappelle pour la dernière fois que la fin de l'exposition Otto Wagner, maître de l'Art Nouveau, approche et qu'il ne vous reste qu'une semaine jusqu'au 16 mars prochain pour la voir et la revoir. Enfin, j'espère vivement vous retrouver dans cet auditorium lundi prochain pour la dernière conférence de ce cycle. Teresa Sala, professeure à l'Université de Barcelone, nous présentera l'Art Nouveau à Barcelone et en Catalogne. Je vous remercie de ne pas oublier de rendre vos casques à l'issue de la conférence, parce que c'est arrivé lors de ces dernières soirées. Voilà, je vous remercie pour votre attention et cher Jérémy, je vous laisse la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis désolé, je ne parlais pas français. So I'll speak in English. I'm sorry. C'est pour ça que je vais m'exprimer en anglais. Je suis désolé parce que ma deuxième langue, c'est le russe. Bien, je pourrais m'exprimer en russe, si vous le souhaitez. Mais bon, je ne suis pas sûr que les interprètes aiment bien cela. Ils ne sont pas prêts. Ce soir, je vais vous parler, voyez-vous, de l'Art Nouveau. De ce que nous appelons l'Art Nouveau du Nord. Et aussi ce que l'on pourrait appeler le Nord. Je crois que c'est peut-être encore une question en suspens qui n'est pas résolue. Il y a des difficultés à bien définir l'Art Nouveau. Et d'ailleurs, cette exposition ici, en ces murs, dans ce bâtiment, le montre bien, parle de cette notion, l'introduisent. Nous avons tout un cycle de conférences qui nous montre que l'Art Nouveau peut varier d'un endroit à l'autre. Et cela dépend de là où l'Art Nouveau naît. Et j'espère que cette idée, vous la saisirez aujourd'hui. Je vais me concentrer aujourd'hui sur un certain nombre de choses parce que cela fait déjà 40 ans, peut-être pas 40 ans, mais un certain nombre d'années que je travaille pour St Andrews en Écosse. Donc je me concentrerai, disais-je, sur Glasgow. Et ensuite, je mettrai la lumière sur Saint-Pétersbourg et nous voyagerons entre les deux villes. Mais Saint-Pétersbourg est un peu comme une capitale oubliée pour l'Art Nouveau du Nord. En fait, les estimations ou les statistiques varient, cela dépend de la source que vous utilisez. Mais de façon générale, l'on s'accorde à dire qu'il existe 1614 exemples de bâtiments de type Art Nouveau à Saint-Pétersbourg. Et c'est beaucoup plus que ce que vous pouvez trouver dans d'autres centres du Nord, centres de l'Art Nouveau. À l'heure actuelle, généralement, nous décrivons l'Art Nouveau du Nord, en tout cas de Glasgow, de là où je suis, sur les îles britanniques, et c'est peut-être le cas aussi à Paris, en pensant à l'Art Nouveau de Riga, la capitale de la Lettonie, parce que maintenant, Riga est beaucoup plus accessible. Je crois que c'est après leur adhésion à l'Union européenne. Moi, j'y allais à l'époque lorsqu'il faisait partie de l'Union soviétique. Et Riga est un exemple très particulier de l'Art Nouveau. Je ne m'appesantirai pas beaucoup sur ce point aujourd'hui, mais je vais en parler un petit peu. Bien sûr, cela faisait partie de l'Empire en plein développement. Et les bâtiments, les structures d'Art Nouveau sont typiques d'un réveil national ou d'un nationalisme qui venait à la fois d'Allemagne et de Russie principalement. Et en fait, c'est un peu un mélange de traditions modernes
et de traditions médiévales qui existaient à l'époque en Lettonie. Et je dois dire qu'il s'agit d'un joyau. Ce n'est pas vraiment un grand centre en tant que tel d'Art Nouveau. Et ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais vous parler de cette capitale oubliée de l'Art Nouveau du Nord, à savoir Saint-Pétersbourg. Vous allez voir, je vais dérouler certains thèmes que vous voyez à l'écran au cours de cet exposé, de cette présentation. Et ceci pour vous montrer qu'il existe une ambivalence, une ambiguïté quant au nom qui a été choisi, au thème, le thème de l'Art Nouveau. Ce n'est pas un style, c'est beaucoup plus diversifié que cela. C'est un mouvement. Je ne sais même pas si c'est un mouvement. Il y a 25 ans, j'ai écrit un livre concernant l'Art Nouveau pour mes étudiants. Je l'ai appelé l'Art Nouveau, styles nationaux et internationaux en Europe. Ça, c'est le titre anglais. Et bien sûr, cela se base sur Vienne. Vous voyez Klimt ici, mais il y a aussi le lien avec Bruxelles. Vous avez une connexion établie dans ce livre. Et là, je vais essayer aussi d'élargir les limites de ce livre pour ne pas me concentrer simplement sur Bruxelles, Paris, Glasgow, et pour me concentrer sur l'Europe centrale et de l'Est. J'y ai passé beaucoup de temps, notamment pour parler de Budapest, de Prague, de Riga et aussi d'Helsinki. Eh bien, je vais voir si je sais utiliser cet objet-là correctement. Eh bien, voilà, je crois que ça marche. Je crois que je dois pointer ou viser l'écran. Voilà, ça marche. Voici un exemple de le titre, c'est Nijni Novgorod à Glasgow. Vous voyez, là, il s'agit plus ou moins d'un empan nordique de l'Art Nouveau. J'ai écrit un document en préparant cette soirée, et pour moi, j'ai l'image de quelque chose d'ailé, ou un empan, un arche. Je ne pensais pas à un centre particulier pour l'Art Nouveau. Qu'est-ce que le Nord? Est-ce que le Nord commence en Islande? Et où termine le Nord? Est-ce que c'est en Alaska? Que sais-je? C'est pour cela que j'ai décidé de me concentrer sur Nijni Novgorod et ensuite Glasgow pour avoir la partie nord du continent européen. Et puis ensuite, j'ai pensé qu'il serait bon peut-être ce soir de décomposer les choses en plusieurs thèmes. Pour commencer, sous forme d'introduction, pour parler du sujet, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, dans une certaine mesure, c'est de me concentrer sur les expositions qui ont vu le jour. Ce ne sont pas des expositions Art Nouveau en tant que telles, ce sont des expositions qui explorent le moderne, la langue moderne, le langage moderne, et il y a un petit retour en arrière aussi pour regarder les traditions, quels étaient les ancrages explicites et implicites, le vocabulaire, les idiomes de l'Art Nouveau. Donc les expositions qui ont forgé ensuite le langage, le mouvement de l'Art Nouveau. C'est pour ça que je commence par cela. Ensuite, Saint-Pétersbourg comme exemple, B, et ensuite le style de Glasgow. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'Art Nouveau à Glasgow. Si vous-même, il vous arrive de travailler à Glasgow, c'est le cas de mes collègues, bien sûr, eh bien, vous verrez qu'on se concentre sur l'architecture de Mackintosh, Charles-René Mackintosh. Mackintosh, bien sûr, les McInerney et avec sa femme, Margaret MacDonald, l'équipe a vraiment eu du mal à se dégager comme styliste ou architecte Art Nouveau, étant donné que Glasgow est très conservateur. Même si eux, c'était des pionniers d'une certaine manière, et ils sortaient du flux général, architectural, ils ont été un peu mis de côté. Donc, en écrivant l'historiographie d'un style de Glasgow, souvent, on ne pense pas que cette ville est une ville Art Nouveau, car cette ville est particulière, un peu en retrait ou sur le côté. Et certains collègues me diraient non, non, pas du tout. Mackintosh est un artiste en tant que tel, il n'appartient à aucun mouvement. Et cependant, il y a un vrai dialogue avec Vienne. Vous le verrez peut-être ce soir. Et si vous connaissez le style de Mackintosh, je crois que vous êtes conscient de ce dont je parle si vous regardez l'exposition ici de Otto Wagner.
Et c'est un endroit particulier, un écrin particulier, Glasgow, parce que, en fait, il y a un nombre limité d'exemples d'art nouveau. Et ensuite, si j'ai le temps, en fin de soirée, si je n'ai pas été trop bavard, si je n'ai pas été trop long, je vais vous parler aussi d'un autre thème très important pour moi. Ce sont les institutions d'enseignement, notamment primaire et secondaire. Et j'ai beaucoup écrit également avec certains historiens de l'architecture, André Renossian, pendant longtemps sur ce sujet, l'enseignement. Nous avons regardé des bâtiments avec tout un ensemble de collègues dans un réseau. Et ce que j'ai vu dans ce réseau où nous partagions des centres d'intérêt, c'est qu'il y a des écoles d'art nouveau. Bon, si vous allez à Bruxelles, bien sûr, c'est évident, vous voyez Jacob, l'école Jacob et aussi Victor Horta, qui a dessiné des bâtiments scolaires. Et puis Macintosh, à Glasgow, bien sûr, a dessiné des bâtiments scolaires pour les enfants et pour des étudiants d'école d'art. Donc, l'enseignement est un bon exemple pour parler d'art nouveau. Même à Dundee, une grande ville près de Glasgow, sur la partie est de l'Écosse, il y a beaucoup de bâtiments qui étaient des écoles. C'était normal à l'époque, de plus en plus de personnes allaient à l'école publique, et ces bâtiments sont construits dans un sens un peu fonctionnaliste et rationaliste de l'art nouveau, un peu en sourdine. Donc certaines personnes nous diraient qu'en fait ce n'est pas rationnel l'art nouveau, qu'il y a en fait un renouveau parmi les érudits. John Richards, je crois, et Pevsner, Nicolas Pevsner aussi, ont écrit que l'art nouveau, c'est le style de l'irrationnel. Pas du tout. Bien sûr, il y a un aspect irrationnel, c'est vrai, irrationaliste même, mais cependant, ça peut être une approche au modernisme de façon très raisonnée, selon moi. Et c'est ce que l'on voit chez Wagner, notamment. Bien. Ensuite, peut-être que j'en arriverai à un épilogue. Vous avez vu, j'ai mis un point d'interrogation. Nous verrons si nous pourrons arriver jusqu'à ce point E. Ce sera la surprise de la soirée. Eh bien, la photo que vous voyez, c'est Michael Eisenstein, ici, à Saint-Pétersbourg. Vous voyez les masques utilisés, donc un art nouveau de style décoratif sur un ancien bâtiment. Si vous regardez les étages, en hauteur et le rez-de-chaussée, tout est rectiligne, très régulier. Il n'y a rien d'expérimental là, à part bien sûr ce masque, cette façade, ce masque. Et cependant, il y a plusieurs rues dans la partie moderne de Riga qui ressemblent à cela. Et tous les touristes vont là, prennent des photos, ils se font des selfies, des photos portraits. C'est assez grossier, je dois dire. Mais bon, c'est aussi quelque chose que je trouve beau, qui est surfait. Michael Eisenstein venait de Saint-Pétersbourg. Bien sûr, il était juif allemand à l'origine, mais il avait été éduqué dans la capitale russe et il a emprunté beaucoup, notamment d'Allemagne, des livres de schémas et de dessins. Il a vu toutes ces façades et il les a plus ou moins copiées pour ses patrons. C'était bien sûr l'époque des patrons avec les nouveaux riches, les marchands, les industriels qui souhaitaient montrer qu'ils pouvaient avoir leur bâtiment de rapport, de style exotique, à la mode. Et voici en fait une forme de publicité monstrueuse, enfin énorme, pour ceux qui soutenaient Eisenstein notamment, bon bref, je ne vous parlerai pas des rapports entre le père et le fils, c'est une autre histoire. Bien, ça c'est assez original. Si vous voulez trouver d'autres éléments originaux à Riga, regardez un petit peu Eugen Slauberg et Konstantin Pechtens. Et vous verrez qu'ils ont commencé à introduire des motifs lettons dans leurs bâtiments avec des exemples que je vous montrerai si j'ai le temps un peu plus tard. Continuons. Lorsque j'ai écrit ce livre, quelle aventure un peu folle, je me suis dit,
Et ça, parce que je pensais à mes étudiants, avant de commencer à utiliser le PowerPoint, je me suis dit, je vais faire un petit peu un dessin, un schéma, et j'ai eu cette impression de quelque chose d'organique, alors que, à l'impression, il n'a pas été possible de reproduire toutes ces courbes que j'avais moi-même dessinées. Et moi, je vois ça comme quelque chose de tridimensionnel. Parce que vous savez, l'Art nouveau a une qualité de synthèse, c'est-à-dire vous intégrez à la fois le design, le dessin et l'art de façon esthétique. Et c'est ce que je souhaitais. C'est ce que je voulais que les gens voient sur cette page, c'est-à-dire les lignes qui existent sous ce mouvement de l'Art nouveau pour que toutes ces lignes soient beaucoup plus souples, coup de fouet, plus fortes que ces petits traits que vous voyez faits à l'ordinateur pour rejoindre en fait tous ces mots importants pour l'Art nouveau. La science et la technologie, bien sûr, qui vous montre jusqu'où vous pouvez aller du côté structurel et vous pouvez rêver de nombreuses choses. Les architectes et les ingénieurs le faisaient. C'est un peu l'exemple de la Tour Eiffel, je pense. Et donc 1889, ça c'est vraiment le point de départ quasiment du mouvement. Et puis vous voyez aussi un renouveau d'un style national ou qu'on appelait en anglais le craft, c'est-à-dire les arts traditionnels. Et quelles sont nos origines, quelles sont nos racines, d'où venons-nous, comment exprimer tout ceci afin de mettre en valeur notre identité, d'en faire la promotion, mais de montrer aussi qu'il y a un mouvement, un élan vers l'avant. C'est arrivé avec William Morris, John Ruskin aussi, en Angleterre, mais aussi peut-être, dans une certaine mesure, Viollet-le-Duc ici, qui allait dans le même sens. Donc vous voyez, il y a un renouveau qui regarde dans le rétroviseur vers le Moyen-Âge pour une production artistique. Et ceci a amené, dans un sens, à une forme de l'Art nouveau. Donc vous voyez, une tentative de modernisme et aussi un petit peu un regard en arrière qui vous éclaire. Et également une nouvelle compréhension de la nature, bien sûr. Cette nouvelle compréhension de la nature est liée au symbolisme, au mouvement pluriel du symbolisme, c'est-à-dire l'introspection, la psychologie parfois, regarder en soi, et non pas penser simplement à ce que l'œil voit, mais peut-être à ce que perçoit le cerveau et les sens. Et tout ceci est éclairé par une nouvelle vague de japonisme. Et nous le voyons bien dans la qualité des lignes, la mise en espace et le mouvement donné à un langage visuel dans nos arts en Europe à partir de 1880 jusqu'à 1890. Et puis bien sûr, le style historiciste qui devenait de plus en plus éclectique et donc a été abandonné. Bien. Je continue. Je reviendrai tout à l'heure sur les exemples que vous voyez à droite, les photos que vous voyez à droite, dans un instant. Mais en tout cas, ces exemples, d'une certaine façon, nous montrent à nouveau cette ambivalence, ces deux voies qui existent, ces voies sous-jacentes. Vous voyez, ma présentation est très visuelle. Il y a un exemple qui est plus historiciste, allégorique, et qui est plus tridimensionnel, parce que ces reliefs-là sortent du bâtiment d'une certaine manière. Mais tous les exemples ne ressemblent pas à ça. Parfois, vous avez des cercles, vous avez des carrés, des formes très géométriques qui sont utilisées pour soutenir, par exemple, ici, cet ange à Saint-Pétersbourg. Et il existe aussi des frises de majolique, de céramique plate pour recouvrir de façon délibérée des bâtiments du Nord. Des bâtiments qui avaient apparemment leur identité nordique, avec peut-être une connexion avec les pays scandinaves et aussi un lien russe avec la Scandinavie. Parce que bien sûr, il y a toute cette histoire russe, de rois russes, de tsars, qui jadis étaient les descendants de Vikings. Donc vous avez un point de rencontre vraiment en Russie entre les Scandinaves, les Slaves. Ce sont deux éléments de tendance, de fleuves. Et
vous voyez ici la qualité nordique de façade, et cette frise ici est d'un artiste particulier avec des racines baltiques, Nicolas Röhrig. Et bon, il est mort à New York. Et non, peut-être pas à New York. Je crois qu'il est décédé à New York. Mais en tout cas, d'une certaine façon, il était déjà mondialiste. Mais au début de sa carrière, il a souhaité de façon visuelle explorer un langage, et il a exploré par tous les moyens possibles. Et ce qu'il voulait, c'était parler des racines à la fois nordiques et byzantines, ensemble, mélangées. Généralement, on dit que ces deux aspects sont très différents. Et c'est lui vraiment le porte-parole de cette tendance. En fait, il serait, d'une certaine façon, le Gustav Klimt là, de l'architecture comme Otto Wagner dans l'Empire russe dont je parlerai aujourd'hui. Bon, si je me répète trop souvent, si je dis voilà un autre exemple d'un bon Gustav Klimt, j'espère que vous voudrez bien ne pas m'en savoir gré. Ne pas m'en vouloir, pardon. Et voilà une carte qui représente l'Europe du Nord à l'époque. Vous voyez les dates. Et les centres qui m'ont particulièrement intéressé sont encerclés ici. Vous avez entre le 55e et 60e parallèle en latitude, beaucoup et peu plus au nord. Bien sûr, je vais le mois prochain à Arkhangel et il y a quelques exemples, très très peu, mais quelques exemples. Mais tout ceci maintenant est documenté, il existe des photos et il existe aussi des plans. Mais beaucoup de ces structures étaient faites de bois, donc ont été détruites, soit par le feu, soit par autre chose. Et l'art nouveau en bois est vraiment typique du Nord. Et c'est pour ça qu'ils n'ont que très peu survécu, ces exemples. J'ai inclus Paris, comme vous le voyez ici sur la carte, comme vous allez le voir, parce qu'il y a eu un tournant du mouvement à Paris, et ceci lors de l'exposition de 1900 à Paris. C'est pour ça que j'ai inclus Paris ici, alors que je m'intéresse à Glasgow, Norrköping aussi en Suède, Helsinki, Helsingfors sur la carte, Riga, Moscou, Saint-Pétersbourg. Bien sûr, Moscou n'était pas la capitale à l'époque, mais cependant, vous avez un ensemble, plus qu'un ensemble. Vous avez beaucoup d'exemples d'art nouveau à Moscou, vous savez, mais on a beaucoup écrit, en anglais en tout cas, à Moscou, beaucoup plus que pour Saint-Pétersbourg. Sans doute parce que pendant le XXe siècle, Moscou a été principalement la capitale. Et bien sûr, au cours du XXIe siècle, et du point de vue économique, ça a fait basculer la balance dans leur sens. Et puis Novgorod, bien sûr, Nivski Novgorod, qui est une ville très importante, bien sûr. Nijni Novgorod a commencé avec des expositions. Et bien sûr, c'était une époque foisonnante. Le Crystal Palace de Londres est un exemple. Et en fait, des expositions qui ne s'arrêtent jamais pour fêter la nouveauté, le national, l'international, le commercial, l'industriel, le technique. Toutes ces choses-là sont fêtées lors des expositions. Donc j'ai dû faire très attention en choisissant mes exemples et je me suis dit, ces trois exemples, Nijni Novgorod, Paris, Glasgow, ça suffit. Désolé si je ne mentionne pas votre exposition favorite. Donc Nijni Novgorod. Je vais peut-être avoir besoin de mes notes parce qu'il y a quelques aspects un petit peu techniques auxquels je voudrais faire référence. Donc, et puis surtout des statistiques, en fait. Eh bien, elle s'appelle l'exposition russe de l'industrie et des beaux-arts ou l'exposition Pente-Russe. Elle a lieu entre le mois de mai et d'octobre 1896. Elle est énorme. Nijni Novgorod était... Vous avez vu où cela se trouvait sur la carte, là, juste là, en fait. Ce n'est pas dans l'Oural, non, bien sûr. C'est près de Yekaterinbourg, Kazan, Tomsk, qui se trouve en dehors de la carte. Il y a même de l'Art nouveau dans la Mandchourie, à Harbin. Ce sont construction, la station, la gare du Transsibérien, à Vladivostok également, Beauchour. Donc il faut faire
je devais me rendre à Vladivostok, mais c'était beaucoup trop au sud pour moi, venant d'Angleterre, vous imaginez bien. Donc Nijni Novgorod, c'est vraiment le centre depuis de nombreuses années, depuis près d'un siècle, de grandes foires annuelles. Et il se trouvait le long de la Volga, là où la Volga et la rivière Oka se rencontrent. La Volga est le plus grand fleuve d'Europe et donc une route commerciale énorme. Et surtout, à la fin du 19e siècle, eh bien, elle était également desservie par le chemin de fer. Par conséquent, c'est une ville qui se réinventait à l'époque où le tsar, pendant l'année de son couronnement, a décidé d'investir des quantités, des sommes d'argent énormes lors de cette foire, qui est un peu la célébration de l'art et de l'industrie. Donc, le lieu de l'exposition existe déjà. Je ne vous ai pas montré les plans, mais c'est tout à fait énorme. Un site incroyable. Il y a des plans également d'autres expositions, d'autres foires. Enfin, j'ai des photos. Et vous pouvez le voir en regardant cette photographie, le type de pavillons qui ont été mis sur pied. Ce qui était plus important, dans une certaine mesure, et c'est, voilà, je le retrouve dans mes notes, nous avons le travail de Vladimir Choukhov, qui est donc la première structure hyperboloïde au monde réticulée en acier. C'était donc une tour de 37 mètres avec une rotonde attenante. Vous voyez donc la rotonde qui est en cours de construction telle qu'on peut le voir sur la droite. Là, je vous en montre un peu plus. Vous voyez quelques images supplémentaires. Il y avait donc cette espèce de couche réticulée sous tension qui formait une sorte de canopée. Et c'était la première structure hyperboloïde au monde, réellement. La surface était générée en tordant l'hyperboloïde, en fait. Et c'est une sorte d'œuvre d'art extraordinaire de l'ingénierie moderne qui a eu un impact énorme dans la construction, le design du XXe siècle. Mais nous l'avons quasiment oublié. Donc c'est là où vraiment l'architecture et l'ingénierie se rencontrent. La tour a survécu, en revanche. Elle ne se trouve plus à Nijni Novgorod, pas du tout, mais elle a survécu. Également, d'autres tours de Choukhov ont été construites et certaines ont survécu, notamment à Moscou. Mais pour moi, ce qui est important, aujourd'hui en tout cas, et j'ai beaucoup écrit en tout cas sur cette exposition, sur cette foire, sur les différents pavillons qui étaient présentés là-bas. Je ne vais pas non plus m'y attarder, vous le retrouvez dans mon livre, mais ce qui est pour moi très important, c'est le pavillon du Grand Nord, parce que cela permet d'établir ce lien. J'adore ce dessin, cette construction. C'est l'artiste Konstantin Kolovin qui l'a réalisé. Et il s'est réuni avec Lev Kekouchev, qui était un grand architecte qui avait fait des bâtiments à Moscou. Et ils ont construit ce pavillon, qui est le pavillon du Grand Nord, et qui ont adopté les formes. Donc ici, on a un toit très plantu, des façades tout à fait lisses, presque atectoniques. Ce sont des bâtiments qui ont presque une vie, cette forme qui leur vient en fait des stations commerciales du Grand Nord dans la zone arctique pour l'exportation de la pêche, du bois, n'est-ce pas? Donc il a copié ces formes, il les a extrapolé. Il a fait un pavillon tout à fait moderne avec un éclairage qui vient d'un toit en verre. Également, c'était une sorte de zoo humain parce qu'il a fait appel aussi aux Nénètes, aux Samoyèdes, donc des peuples, des nomades qui s'enivraient, qui faisaient toute une sorte de spectacle de façon à ce que les gens puissent les rencontrer. Il présentait ainsi ces petites nations du Nord au public international qui était là. Il y avait finalement des visiteurs du monde entier, même de France, qui venaient. Il y en a certainement eu qui sont venus du Royaume-Uni ou du Moyen-Orient, même de la Chine, qui se rendaient là. Je suis sûre qu'il y a eu des visiteurs qui venaient de France, j'en suis certain. Et bien entendu, d'Australie également, ou d'Autriche.
Il a donc créé ce sentiment de glace, de neige également, je pense, et je crois que c'est une sorte de sculpture qui fait penser à l'ours polaire, la structure du Nord, et à l'intérieur, vous voyez, il y a un couple de nénettes. C'est donc des nomades nénettes avec leurs reines qui sont là. Vous pouvez voir les peaux de bêtes qui sont là, effectivement. Donc, c'était donc les premiers plans de Korovine qui étaient là. Comme vous pouvez le voir, il l'a dessiné et Kekouchev l'a réalisé. Évidemment, c'est une collaboration profonde entre Kekouchev et Constantine. Il y a beaucoup d'écrits entre eux. Certaines de ces images sont un peu statiques, mais vous pouvez voir qu'il fait appel un peu à des images qui ressemblent à celles du dôme en forme d'oignon, comme on va en revoir ça plus tard. On voit un mélange avec le style un petit peu abrupt du Nord. Voilà un peu une image de l'intérieur. Vous voyez les peaux de phoque, différentes poceries qui sont montrées ici. Et puis également la peinture de Korovine. Il a passé pratiquement une année à peindre dans le Grand Nord, en Norvège, au-delà du cercle arctique, dans la région de Mourmansk notamment et d'Arkhangelsk. Et avec cette peinture de l'Arctique qui l'a représenté à l'intérieur du pavillon du Grand Nord. Donc c'est un travail qui a été largement documenté et cela lance un petit peu un nouveau vocabulaire du Nord dès 1896. Certaines de ces peintures, comme vous pouvez les voir ici, celles-ci sont très grandes, ce sont des très grands formats. Elles ont été déplacées par la suite. On ne les a pas perdues. Elles montrent les lumières du Nord, une sorte de synthèse entre l'aplanissement des surfaces et puis la profondeur de la lumière. C'est une nouvelle qualité, c'est un traitement tout à fait moderne, pourrait-on dire, qui nous vient également de l'Orient, mais c'est un espace un peu ambigu, c'est assez plat, et puis sur le plan que l'on voit ici, cela fait partie un peu de ce drame qui se joue dans le Grand Nord, n'est-ce pas, cette façon de l'exprimer. Et tout cela est intégré dans une station de chemin de fer. Ça, par la suite, la Hemmefest, donc les lumières des aurores boréales, les lumières du Nord, comme vous pouvez voir, une sorte de la lumière du ciel qui fait un effet tout à fait particulier. C'est une qualité essentielle avec laquelle on a énormément joué, mais qui, dans une certaine mesure, exprime bien le Nord. Et puis, on arrive à l'exposition universelle de Paris avec ce langage du Nord. Donc, on passe dans une autre latitude, Paris. Je ne sais pas où nous nous trouvons, au 40e parallèle, je crois, à peu près. Donc, on abandonne le 55e parallèle et puis on descend si bas. Et ici, Roman Meltsev, qui était d'origine suisse, a dessiné le pavillon de la Russie, des confins russes, qui ressemblait avec des Kremlins, pas simplement comme Moscou, mais peut-être qui fait plutôt penser à celui de Kazan. Et il a emprunté la forme des tours des Kremlins que l'on peut voir ici. Et réellement, c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Voyez où se trouve le pavillon des confins russes, qui se trouve exactement au Trocadéro. Donc, je vous présente cette carte de façon à ce que vous puissiez le situer. Et c'était énorme. Toute la partie russe était énorme. C'était assez varié, hein, il faut dire. Et pour moi, ça n'a peut-être pas aussi intéressant que Nijni Novgorod, il faut le dire quand même, mais c'était énorme. Il y avait toute une série d'aspects russes, mais disons, c'est un petit peu plus contrôlé, dirais-je. Donc, mais néanmoins, ici, ils insistent le développement, ils expriment la grandeur de l'empire, les régions, les confins de cet empire russe, n'est-ce pas, de la Grande Russie. Il y a donc ce pavillon du Transsibérien également, et puis le modèle qui a survécu à Krasnoïarsk. Nous avons ce pont en treillis et qui a remporté le Grand Prix, la médaille d'or et le Grand Prix de l'exposition universelle de 1900. Et je pense
pense que Gustave Eiffel l'avait remporté en 1889. Et ici, nous avons le dessin de Kouriakov qui est tout à fait important. Il fait 144 mètres, n'est-ce pas? Il a une portée de 144 mètres, qui est tout à fait incroyable. C'est tout à fait remarquable. Maintenant, pour ces pavillons, pour marquer vraiment les confins de l'empire de la Grande Russie, de l'Asie centrale, donc Korovine avec Nikolai Claude von Jugensburg, qui était allemand. En fait, il était né en Allemagne, mais il travaillait en fait en Russie. Il avait vécu dans l'Empire russe. Ils ont créé ensemble ces frises pour les pavillons des confins russes. Et ils voulaient vraiment insister sur cette qualité du Grand Nord. Et elles ont survécu, nous les avons, elles existent. La plupart se trouvent dans la galerie Tetriakov à Moscou. Certaines se trouvent au musée russe à Saint-Pétersbourg. Certains des dessins de préparation se trouvent là-bas. Il y en a 28, en fait, de ces peintures. Ils montrent différents aspects de cette colonisation du Grand Nord. Donc, on a ces stations commerciales, les bateaux, et puis le sentiment d'une sorte d'exploration contemporaine, moderne, de bateaux modernes qui vont vers ces lieux qui sont très inhospitaliers pour les hommes, avec une expression très simple, mais à la fois qui marque. Ce sont des panneaux énormes, ils sont immenses. Je crois qu'ils mesurent quasiment 4 mètres de long, chacun d'entre eux. Ici, on a le sens de la structure, de la nature tout à fait simple, l'aplanissement des lignes bien marquées. Ce sont des qualités vraiment tout à fait de l'Art nouveau. Et on montre les nénètes, les samoyèdes avec leurs reines, toutes les traditions, des traditions tout à fait païennes, il faut le reconnaître. Cela apparaît dans ces pavillons. Donc, c'est tout à fait intéressant. Elles ont un petit peu perdu de leur couleur. Elles se sont un peu estompées avec l'âge. Elles ont été montrées à Paris. Mais vous pouvez encore voir quel est l'esprit qui s'en dégage, n'est-ce pas? C'est vraiment là cette idée Art nouveau. Certaines sont plus méridionale, on pourrait presque croire. Il a une certaine qualité plus du Sud. Mais cela me fait penser aux techniques de Maurice Denis, n'est-ce pas? On a tout cet écran d'arbres verticaux, très dans le style de Maurice Denis. Korovine a vécu pendant de nombreuses années à Paris. Il a rencontré Maurice Denis, en tout cas chez Cormon, ça c'est clair. Il a aussi réalisé le pavillon avec un architecte qui s'appelle Ilya Bondarenko, qui était le pavillon des arts appliqués, le pavillon russe des arts appliqués à Paris. Et il a fait appel, il a utilisé une architecture en bois du Nord, donc le bois Terem Korom, une sorte de ces grandes maisons, ces izbas russes, que l'on revient au XVIIIe siècle, même au XVIIe siècle, cette architecture de bois qui était l'architecture des classes aisées. Il l'a modernisé ici, bien sûr, et il le présente à Paris, donc pour l'exposition universelle de 1900. Et là encore, on voit un certain nombre de choses que l'on a vues à Nijni Novgorod, bien sûr, comme vous pouvez le voir ici. Ici, vous voyez cette architecture en rondins de bois. Les photographies ont survécu, elles nous permettent de le découvrir. Ici, on a presque le sentiment de se retrouver face à de l'art un peu viking du Nord, la forme très carrée avec la tête d'un dragon. C'est un mélange de traditions entre l'Est et l'Ouest de l'Europe du Nord. Cela s'exprime très, très clairement, de façon très, très manifeste dans ce pavillon. À l'intérieur également, bien entendu, parce qu'il y avait de nouvelles colonies d'artistes qui apparaissaient à travers toute la partie occidentale de la Russie. D'abord, nous avions Talashkino, qui en était une,
Lune, qui était sous l'égide de la princesse Maria Tenisheva, Abramtsevo également près de Moscou, qui était organisé par Sava Mamontov, qui était un grand magnat de l'industrie du chemin de fer et qui était très porté sur tout l'art nouveau, Tenisheva, Mantov, qui ont vraiment été là pour lancer, pour soutenir l'élan, l'apparition, l'essor de l'Art Nouveau. Donc, vous voyez, ils reviennent à la tradition artisanale qui avait été un petit peu écrasée par l'essor de l'industrie, par la manufacture de grande production en masse de l'acier, qui rendait pratiquement l'artisanat du bois presque redondante. Et ces mécènes essayaient de revenir à cette tradition du bois qui était la raison d'être de la vie moderne. On l'a fait beaucoup à Talashkino et d'autres gays. Et donc, ici, le monde dans l'intérieur. Et peut-être, on peut voir ces formes qui sont courbes, qui sont peut-être plus crues, plus lourdes, peut-être comme des fraises qui pourraient penser, comme des volutes qui nous laisseraient penser ce que nous nous habituons, mais néanmoins, il y a ce lien avec l'Art Nouveau, l'aspect curvilinéaire, pourrait-on voir. Et l'on voit ici une nouvelle forme de fenêtre. Et là également, il y a un changement. Et là aussi, Korovine le montre très clairement dans ce pavillon. Il s'oriente vers des formes plus semi-circulaires, polygonales, et il les, disons, présente de façon nouvelle. C'est une nouvelle géométrie. Et puis également tout le travail artistique qui est présenté ici, très souvent vient de petits ateliers de deux femmes. Les femmes ont joué un rôle fondamental dans le développement de l'Art Nouveau. Elena Palianova et Maria Yakunchikova. Maria Yakunchikova, ici, c'est son atelier qui est montré ici. Elle n'a pas simplement dessiné cela, mais également, elle tenait un atelier de broderie qui également présentait des travaux avec un nouveau type de broderie. Donc on revient à cette tradition traditionnelle, donc la tradition classique de la broderie, et elles sont poussées à l'extrême et dans une certaine mesure occidentalisées. Vous allez le voir sur ces anciennes photographies, c'est très clair. Voilà, ici, on a une image de proche de vraiment ce cabinet de Maria Yakunchikova. Ici, Vroubel, Mikhail Vroubel. C'est le Klimt de la Russie, le seul Klimt. L'un ou des 2, 3, 4 Klimt. Mais Mikhail Vroubel est incroyable. Il est incroyablement... C'est un synthétiseur des traditions. Il a travaillé sur différents médias. Il est marié à une chanteuse, une cantatrice d'opéra. Il pense à Faust. Il devient fou également dans sa vie. Il a terminé sa vie dans un asile d'aliénés en dehors de Saint-Pétersbourg. Mais vraiment, il est en charge de l'atelier de céramique de Majolik dans cette colonie d'artistes à Brantsevo qu'avait monté Mamontov. Et il a fait des études de droit en réalité, et puis également d'art. C'est un peintre tout à fait remarquable, et il est à la tête de l'atelier de céramique et il fait des expériences avec la Majolik sous les différentes formes. L'aspect, vraiment le produit qui est la quintessence de la production de Vroubel, qui a été montré à Paris en 1900, c'est la cheminée Volga Sviatoslavitch et Mikula Selianovic, ou Volga Levarange et Mikula Selianovic. C'est vraiment tout à fait une tradition russe, tout à fait. C'était des formes en bois qui le marquent au-dessus de l'entrée, comme on pouvait... C'était sculpté sur des frontispices en bois, des
petites maisons, des petites izbas traditionnelles de la Russie. Il l'a fait passer en céramique, il le montre. Et c'est vraiment la réunion de l'art scandinave et byzantin à la fois. Et c'est incroyablement art nouveau à la fois et tout à fait russe, comme vous pouvez le voir. Lorsque j'étais en voyage, j'arrivais ici, je me suis amusée un petit peu avec ce PowerPoint avec une de mes amies, avec ma tante, et elle m'a dit mais c'est très difficile, j'arrive pas à lire je comprends pas très bien ce dessin. Et c'est un peu difficile à lire, à comprendre, parce qu'on a les personnages qui sont assez épais. Il faut l'imaginer dans son environnement. Mais on a Mikula, qui est vraiment le laboureur russe, qui est vraiment enfoncé dans la terre. Et nous avons Volga le Varang, ou le Vareg, qui est là, qui arrive monté sur ce cheval très lourd et qui apporte sa forme de civilisation au peuple russe. Et il se retrouve au-dessus de la cheminée du foyer. C'est tout à fait agréable. C'est une rencontre qui ne va pas forcément se terminer en conflit. Au contraire, cela va être résolu par l'art en 1900. De cette façon, donc, le Klimt russe numéro 1, Vroubel, le fait. Et deuxièmement, Rorech le fait. Et Mikhail Korovin va le faire également. Donc, c'est quelque chose d'énorme pour l'art russe, n'est-ce pas? Cette rencontre de cette tradition gréco-byzantine et celles qui nous viennent de Scandinavie. Vous pouvez voir la tradition slave ici, la façon où nous avons ce double arc au-dessus du foyer également, c'est très clair. Donc, voilà, cela a été présenté à Paris d'ailleurs. Et puis, nous avons la maison de Yakunchikova. Donc ici, nous voyons son cabinet, comme nous l'avons pu le voir ici, qui se retrouvait donc à côté de la cheminée de Vroubel. Elle habitait dans cette maison. Donc c'est un exemple extraordinaire qui est toujours là, qui existe toujours à Moscou, de l'art nouveau à Moscou. On pourrait imaginer qu'elle ait été construite par Joseph Hoffmann ou Otto Wagner, dans une certaine mesure. Il y a un rapport réel, clair. Et donc, ici, Maria Yakunchikova a regardé vers le passé, l'a modernisé dans sa broderie, dans ses créations pour Paris, habite dans cette maison incroyablement moderne avec son époux. Vous pouvez voir ici le toit plat. Nous avons un peu les grandes fenêtres, les grandes baies vitrées. Nous avons, ce sont disons, la forme suit la fonction, n'est-ce pas? Et puis, l'aspect curvilinéaire également, elle n'est pas simplement disons arrondie, mais elle est fluide, il y a un mouvement, elle est toute simple, c'est formidable. Également, à Moscou, on fait une petite excursion à Moscou, là, afin de nous rendre à Saint-Pétersbourg. Le Klimt numéro 1, en Russie, Vroubel, pour Nijni Novgorod, avait dessiné 2 grands panneaux. Il avait donc son grand pavillon qui avait été créé pour lui-même, par Mamontov, pour présenter ces énormes panneaux. Nous n'avons que les dessins ici. Peut-être que les panneaux originaux ont survécu ici. C'est la princesse des songes que l'on voit ici. Le terme est en français, qui a été réalisé en majolique sur le frontispice de l'hôtel Métropole, qui a été réalisé notamment par William Walcott, qui est un architecte britannique qui travaillait à Moscou à l'époque et qui a réalisé également la maison de Yakunchikova ici. Donc, vous voyez, il était là entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc là, dans une certaine mesure, nous avons
l'international et le national qui sont représentés. Ici, nous avons Mikula et Volga le Varange que nous avons vu sur la cheminée qui représente l'extrême-orient, le nord. Et ici, un aspect plus terrien avec la princesse des songes qui flotte, le côté universel, onirique, pourrait-on dire. C'est le rêve, bien entendu, que l'on trouve ici. C'est la princesse des songes, la princesse lointaine, comme dit l'orateur. Donc, et puis, lorsque je me suis rendue la première fois en Russie, en 1981, j'étais tout à fait étonnée. J'ai trouvé ça, je ne pouvais pas y croire. C'était incroyable. J'ai vu cela sur l'hôtel Métropole à côté du Kremlin. Et là, on revient un petit peu à Paris. C'est le pavillon finlandais de l'exposition universelle de Paris. C'était assez rare, à vrai dire, que des pays qui n'étaient pas des États de pouvoir construire leur propre pavillon. La Bosnie a réussi à avoir son propre pavillon dans la section autrichienne. Et c'est tout à fait intéressant ce qu'a fait Alphonse Mucha avec la Bosnie et la façon dont il l'a présenté, dont il l'a réalisé avec le pavillon de la Bosnie est tout à fait semblable à ce que l'on trouve ici dans ce pavillon finlandais. La Finlande faisait partie de l'Empire russe, dans la littérature russe et particulièrement dans la partie extérieure qu'on appelait la section russe. Et c'était, pour une fois, les Finlandais arrivaient à exprimer leur identité. C'est devenu presque iconique. On a eu donc des panneaux d'Akseli Gallen-Kallela qui ont été recréés également pour le museau. C'est un patrimoine qui est resté réellement très important. J'ai beaucoup écrit sur cet art finlandais dans ce livre que j'ai écrit dans les années 90. Je ne veux pas m'y attarder trop, mais il y a des formes tout à fait d'église, avec des formes nordiques, finlandaises. Et puis, l'art nouveau, je pense, c'est évidemment Eliel Saarinen qui l'a dessiné. C'est un personnage essentiel, n'est-ce pas, pour l'art finlandais avec Hermann Geselius et également Armas Lindgren. Donc, ils ont obtenu l'autorisation des autorités russes pour réaliser cela. La Finlande avait une certaine autonomie, un niveau tout à fait unique d'autonomie dans l'Empire russe. Pour la Bosnie, c'était différent parce qu'au niveau international, l'existence de la Bosnie n'était pas reconnue. Vraiment, c'était officiellement l'Empire austro-hongrois. Mais la Finlande faisait officiellement partie de l'Empire russe. Donc, que s'est-il passé en 1905? Toute cette période de russification a fait disparaître dans certains aspects ce finnois qui s'imposait, cette exploration de l'identité a été un peu effacée. Mais à l'époque, en 1900 et pendant tout le processus de russification, on permettait quand même une certaine expression de cette identité. Donc ici, vous voyez toutes les photos dans la section russe, vous voyez l'entrée du pavillon finlandais, vous avez tous ces motifs en relief qui apparaissent d'une forme qui est un petit peu bourgeoise, d'une nation qui est sur le point de naître, avec ses petits écureuils, avec les ours, et également avec les pommes de pin qui s'expriment dans ces motifs répétitifs, avec ces formes qui se trouvent ici tout autour de l'accès de la porte d'entrée du pavillon finlandais. Passons à l'intérieur maintenant du pavillon. L'année avant la construction de ce pavillon, une énorme météorite s'était écrasée sur le sol dans le sud de
la Finlande, à Bjurböle, et ils ont décidé de prendre un énorme fragment de cette météorite. Ils l'ont placé comme si c'était sur un autel. Donc c'est le temple de l'art, d'identité finlandaise, qui a une sorte d'équivalence dans le bâtiment de la sécession viennoise d'Olbrich, qui a donc au cœur de lui un fragment de cette météorite. Ça semble un petit peu étrange, n'est-ce pas? Mais peut-être que cela met en exergue le pouvoir, n'est-ce pas, du Nord, de la nature nordique à ce moment-là. Bien entendu, la météorite allait être examinée pour ses minéraux. C'était extrêmement significatif, on peut s'imaginer. Donc, cela a été placé dans cette vitrine octogonale et entourée sous ces arcs par des fresques d'épisodes du Kalevala. Cet poème épique du poète finlandais qui représente toute la poésie qui venait de Carélie. C'était les Finlandais, les Finnois sont comme des habitants de la Carélie, n'est-ce pas? Et qui avaient une certaine affinité avec les Russes. Donc c'est assez intéressant de venir finlandais, voir comment les Finlandais ont utilisé le Kalevala et comment ils l'utilisent également les Samis. Donc c'est extrêmement important et Sibelius va évidemment faire sa Munich avec les jeunes finlandais. Akseli Gallen-Kallela qui a étudié à Paris et qui connaissait bien les traditions modernes, l'évolution des arts en France, des beaux-arts. Il a donc peint ces fresques tout à fait intéressantes issues du Kalevala, la défense du Sampo, Ilmarinen labourant le champ de vipère, ou forgeant le Sampo, le bon, le bien, tous ces objets mystérieux. Le Sampo, qui est une sorte d'arc de l'identité finlandaise qui est défendue, des griffons, contre le mal, contre ces oiseaux, ces monstrueux. Et parfois, lorsque je suis à l'université, je compare cela avec la broche de l'alique du dragon et de la libellule, qui est un peu un dragon. Il y a une sorte de créature tout à fait ambiguë. Je crois qu'il y a une sorte de lien, de rapport. Enfin, j'en suis pas certain. Mais enfin, bon, voilà. Si on regarde, la forme sont assez semblables de tout compte fait. Ce n'est pas réellement une libellule, mais voilà ici certains des lieux qui ont été présentés dans l'histoire, l'administration, les services postaux, en utilisant un langage peut-être plus fluide, dans des lignes aplaties, effilées, voilà. Mais ce sont des formes de menuiserie pratiquement très simples et évidemment du verbe. Il y avait eu une salle particulière, la chambre Iris. La compagnie Iris était une compagnie d'arts appliqués qui se trouvait à Borgo, effectivement, et qui était réalisée par Monsieur Spar, Louis Spar, qui était très anglophile, c'était français, il comprenait parfaitement le mouvement Arts and Crafts britannique et il a eu l'impression qu'il pourrait amener en Finlande une sorte de sensibilité Arts and Crafts. Ça n'a pas duré très longtemps sous ces ateliers d'artisanat, mais il y avait ces formes magnifiques dans les chaises, dans les petits meubles qui ont été produits, également la céramique. Willie Finch également, qui était britannique, qui était attiré par la Finlande, Alfred William Finch, et il a créé cette céramique pour Iris et pour le pavillon, la chambre Iris que vous voyez ici.
L'une des photographies qui a survécu à cela montre un tapis. Et le tapis a été réalisé par le peintre qui également a travaillé sur différents médias, qui est donc Akseli Gallen-Kallela. Nous parlons là d'un art nouveau qui est en train de naître, que l'on trouve dans ce pavillon finlandais de l'exposition universelle de Paris. Par la suite, après Paris, Akseli Gallen-Kallela recréera cette flamme, cette rei, comme il est écrit en finnois. C'est une incarnation de la tradition finlandaise traditionnelle. C'est un tapis qui descend du mur, passe sur un banc et s'étale sur le sol. Cela était présent dans les maisons des pêcheurs finlandais. Il a intégré cette tradition dans un environnement tout à fait moderne. Et ici, vous le voyez, il est derrière, sous la table de travail, sous la chaise, le fauteuil. Je crois qu'il y a des exemples à Huitresk que Saarinen, Geselius et Lindgren ont réalisé cette énorme maison à 3 parties en dehors de Helsinki. Et ils ont également réalisé cela. Donc voilà, c'est la qualité nordique de l'art nouveau et la forme, le feu, la flamme, comme un abstrait stylisé qui donne un sentiment de chaleur dont on a besoin dans le Nord. C'est une façon presque psychologique et à la fois matérialiste du feu. Louis Fuller, il y avait des orchidées aussi dans cet nouveau langage que l'on a retrouvé ici, que l'on a pu revoir également dans des films et dans les photographies également, comme on l'a pu voir, des lithographies également, comme également des papillons, des fleurs, etc. Il y a vraiment un lien très clair. Et dernier exemple d'une autre exposition, Glasgow en 1901. Eh bien, Kelvin Groves, je ne sais pas si vous êtes allé à Glasgow. Bon, j'espère que vous le connaissez. Il y a un pavillon des Arts, qui a survécu, de Simpson, architecte anglais en fait. Et là, vous voyez la matière de James Miller, le hall industriel contemporain de Mackintosh, Charles Rennie, qui n'a pas survécu comme de nombreux pavillons pour ses expositions, malheureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir à Glasgow, c'est le style de Mackintosh en pleine efflorescence. Et Charles Rennie Mackintosh, en fait, a des origines qui viennent de l'École des Arts de Glasgow, Glasgow School of Arts, et il est marié à ce moment à Margaret MacDonald, l'une de ses étudiantes dont il est tombé amoureux. Ils vont avoir leur propre appartement, ils vont créer des intérieurs, des salons de thé, etc. Ensemble en fait. Il s'agit vraiment d'une collaboration. Eh bien, regardez ces dessins, trop radicaux, trop simples, trop modernes. Voilà pourquoi c'est passé du côté de James Miller. En tout cas, Mackintosh n'a pas vraiment eu beaucoup de chance dans toutes ces compétitions. En tout cas, quoi qu'il en soit, il a survécu comme architecte. Il travaille pour Hammerman & Keppe. C'est un partenariat et a rejoint ce partenariat. Et effectivement, il a gagné de bons projets, mais pas assez. Et vous voyez ici le lien qui existe avec Vienne, ici, d'une certaine mesure. Il est en communication avec Vienne. Et bon, ce n'est peut-être pas l'influence Otto Wagner, mais en tout cas avec Hofmann, bien sûr, l'étudiant de Otto Wagner. Et je pense que Hofmann a été à Glasgow pour voir ce pavillon. Je dois vérifier mes notes. Je suis quasiment certain qu'il s'est rendu à Glasgow à cette époque environ. Et
Il parlait directement donc à Macintosh et Vienne ensuite a été influencé par Glasgow et Glasgow aussi d'une certaine mesure par Vienne. À chaque fois c'est dans les deux sens, vous savez, ces influences. Je n'aime jamais dire que l'un a influencé l'autre, que l'un a devancé l'autre. Et vous verrez dans ma présentation que j'ai mis des liens, des hyperliens. Je ne peux pas cliquer dessus aujourd'hui pour vous montrer ce qu'il y a derrière ces hyperliens. En tout cas, si vous voulez prendre des notes de cela, n'hésitez pas du tout. Regardez le travail effectué notamment par ma collègue Pamela Robertson à l'université de Glasgow. Bon, elle a pris sa retraite maintenant, mais Pamela, pendant de nombreuses années, a travaillé sur une base de données incroyable pour Macintosh. Ces dessins, il y a des photos, des plans, de la documentation, tout ce que vous voulez existe maintenant sur ce site Internet. Si vous voulez de l'information concernant Macintosh, allez voir ce lien avec des revues contemporaines aussi, notamment qui viennent de l'Université de Glasgow sur le site de Pamela Robertson. Bien. Je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a derrière ce lien. Il y a des photos, des plans, mais en tout cas, je vous recommande de jeter un petit coup d'œil. Lorsque j'ai montré ceci à ma tante, la semaine dernière, elle m'a dit « Oh, c'est un visage qui sourit, c'est bien agréable. » Moi, je n'y avais pas pensé, mais peut-être qu'elle a raison. Ça ressemble à un visage, je ne sais pas, on pourra en parler plus tard si vous voulez. Eh bien, il y a aussi un effet japonisant ici, architectonique, avec des lignes toutes droites, et puis des petites tourelles tout en haut. Oui, il y a vraiment des lignes qui sont qui montrent beaucoup de sens et de sensibilité ici. Et regardez 4 petits stands aussi qui ont été produits pour plusieurs entreprises principalement. Il y en a une qui est pour l'École des Arts de Glasgow, à droite, mais les autres sont pour des entreprises. Là, vous avez l'ébéniste Francis Smith avec des formes arrondies, curvilinéaires et pas rectilignes, des boîtes qu'il adorait d'ailleurs. Mais je crois que là, il se les est appropriées. Et il a tiré des enseignements de la tradition japonaise aussi. Bon, tous ces exemples, malheureusement, sont perdus maintenant. Il ne nous reste que les photos. Et il y en a beaucoup qui ont publié dans le London Journal Studio et aussi dans l'équivalent allemand à l'époque, qui a produit beaucoup d'exemples d'art de Glasgow. Plus que l'atelier, le studio, The Studio, était très très bien pour cette couverture, si je puis dire, médiatique de Glasgow. Mais les autres périodiques en Angleterre, non. Donc c'était le Deutsche Kunstdekoration et puis The Studio, les 2 meilleurs exemples de revues. Voilà d'autres photos qui remontent des exemples dont j'ai parlé, avec des langages différents ici. Regardez les titres. Vous avez ensuite un constructeur automobile ici et puis un grand magasin. Donc Macintosh travaille pour ces nouveaux entrepreneurs de type commerciaux à Glasgow. Mais pas qu'à Glasgow, hein, cela allait au-delà des limites de Glasgow. Voilà pour cette section. Mais en tout cas, le plus grand attrait ici, c'était le Nord. Le Nord, bien sûr, on pourrait dire déjà que Glasgow est le Nord. Et c'est le cas, d'une certaine façon. Mais en tout cas, les Russes ont beaucoup investi d'argent là. Peut-être plus que... Non, allez, je ne vais pas aller sur ce... Je ne dois pas dire ça, donc je ne le dirai pas. Ils ont beaucoup investi. Je n'ai pas les chiffres, je ne m'en souviens pas. Mais je sais que les Russes ont plus investi que toute autre nation dans cette exposition internationale en 1904 à Glasgow. Regardez les pavillons énormes. Fyodor Shaktel est le designer ici. C'est un peu le Hoffmann ou le Otto Wagner ici à Moscou. Donc c'est Shaktel, d'origine allemande, de la communauté juive allemande en Russie. Il a créé donc ces pavillons qui nous montrent ici les influences russes de l'agriculture, d'autres secteurs, par exemple de la conservation des forêts. Et vous voyez une structure légère en bois avec bien sûr un arche en avant et avec aussi un retrait du bâtiment. Vous voyez ici une petite brochure produite
à l'époque de l'exposition, 1904. Vous voyez son nom ici. Vous voyez son nom avec les H et les E. Ils utilisaient le style Macintosh avec une double barre, comme vous voyez, pour Schechtel. Vous voyez, c'est très impressionnant. Ça, c'est pour le pavillon russe à Glasgow en 1901. Bien, là, le pavillon des mines, bien sûr, l'exploration des minerais, des matières premières, pourquoi pas? Pourquoi ne pas les utiliser? Et puis ensuite, penser à l'exportation pour en tirer des bénéfices. Bien, je ne vais pas vous montrer tous les arches ici, les clochers que vous voyez, enfin, vous les voyez vous-même. Et regardez la partie plus plate, la décoration en aplat. On ne sait pas si Schechtel a vraiment rencontré Macintosh en face à face. Nous n'avons pas de preuve de cela, mais moi je pense qu'ils se sont rencontrés en face à face. Et vous voyez, les industries du bois, ça c'est le pavillon des industries du bois, et puis les 4 pavillons ici dans une vue panoramique. Eh bien, pas juste après 1901, pas juste après cette exposition de Glasgow, Macintosh, en tout cas, pas immédiatement, mais presque, dans sa forme artistique, s'est déplacé vers la Russie. À défaut d'y être allé vraiment, il a créé des intérieurs pour ce nouveau style. En fait, l'art nouveau dans l'Empire russe, que ce soit en Finlande ou que ce soit en Russie, était connu comme modern style, le style moderne, ou le nouveau style. Il était rarement appelé l'art nouveau, en fait. C'est plutôt occidental comme expression, l'art nouveau. Et Macintosh, comme vous le voyez ici, a des chaises à haut dossier et quasiment allongées, avec une forme spéciale tout en haut. Et à Glasgow, parfois, le dossier est fait avec des barreaux. Et vous voyez, ça ressemble quasiment à un kimono japonais aussi, là, avec quasiment une partie ailée. Et vous avez encore l'idée de l'ange. Et souvent, tout était repeint en blanc. Et ce langage, eh bien, il le ramène à Moscou. Et Schechtel le copie. Ou en tout cas, travaille en utilisant le même langage. Dans la gare de Yaroslav, j'y étais d'ailleurs en janvier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien étudié le bâtiment. Et je n'arrêtais pas de penser à ce lien qui existait avec Macintosh. À chaque fois, je revenais à ce lien dans sa forme expressive. Vous voyez ici une ancienne photo de cette gare, en français aussi, la gare de Jaroslav. Vous voyez cette gare. Et cette gare était une gare pour aller vers le nord, Arkhangelsk, et qui pouvait amener à des sites d'exploitation de type minière dont nous avons parlé tout à l'heure, et des choses qui seraient ensuite exportées par navire. Voilà ce à quoi ressemble la gare aujourd'hui. Vous voyez, en bon état encore. En tout cas, c'est un bâtiment qui est sur le patrimoine national et protégé. Et Moscou est toujours entre les 55e et 60e. Et donc, regardez à la fois au nord et à l'ouest. Regardez le langage avec des pommes de pin stylisées, des triangles, des forteresses de type forteresse du Nord. Et puis, vous avez tout ce mélange, tout ceci se fond dans des triangles et des carrés qui eux-mêmes forment des carrés. 9 petits carrés font un grand carré. Et c'est des idées de Macintosh, de Wagner, de Hoffmann, de Olbrich, souvent, qui sont reprises. Ici, nous en voyons un exemple qui se reflète sur cette façade de la gare. Voilà un exemple de céramique. Vous avez des rennes, des ours en relief, sur des frises en relief, arrondis, vous voyez aussi, pour entourer une ouverture, des fruits stylisés. Je ne sais pas trop ce que sont ces fruits. Et puis, la dimension aquatique, bien sûr, toutes les pêcheries, les rivières en Russie sont importantes. Donc, vous voyez ces rivières stylisées et puis la vie naturelle dans ces rivières. Et puis parfois, vous avez des exemples plus abstraits.
Regardez ici. Là, il s'agit de formes naturelles plutôt abstraites. Et ces céramiques, c'est une forme iridescente de ce qui peut se passer. Cela vous donne un aperçu de ce qu'est l'eau ou le ciel. Et cependant, c'est un élément solide, c'est de la céramique. Donc ce jeu, c'est vraiment un jeu typiquement Art Nouveau pour moi. Vous voyez quelques petits poissons ici. Et Corvin les a dessinés ici, les a conçus, ainsi que ces panneaux-là que vous voyez, qui sont des panneaux du Nord à Moscou, dans cette gare de Yaroslav. En tout cas, ils y figuraient. Maintenant, ils sont à Moscou, à Tchetchikov, dans la galerie. Mais attention, ils sont très gros et l'état n'est pas parfait. Ils étaient à Novgorod avant, ils sont allés ensuite dans la gare et après, ils sont dans la galerie Tretiakov. Ils sont dans les caves protégées. Regardez ici les représentations sur ces panneaux qui s'expriment ici avec notamment les reines exprimées. Et c'est un peu triste qu'elle n'y soit plus dans cette gare, qu'il n'y soit plus ces panneaux. Mais en tout cas, vous voyez ici l'architecture vraiment rationaliste plutôt, qui est enveloppée par ces paysages oniriques du Nord. Bien, bien. Pour terminer, bon, ça y est, j'ai fini avec les expositions quasiment. Vous allez voir et vous allez être soulagés. Mais je voulais vous montrer quelques exemples à Saint-Pétersbourg. Regardez, j'ai tout par écrit, tout couché par écrit pour vous. Saint-Pétersbourg est une ville incroyable. Je l'ai déjà dit, 1614 exemples de bâtiments de type Art Nouveau, qui varient selon, bien sûr, le chiffre varie selon la source. Mais en tout cas, ils sont très variés, ces éléments, quand on regarde à la fonction même de ces bâtiments et comment ceci s'exprime sur le bâtiment, le langage du bâtiment. On peut donc les déchiffrer, les lire de toutes les façons que l'on veut, d'une façon qui pourrait être Art Nouveau selon moi, mais c'est à débattre. En tout cas, il s'agit de vivre d'une façon nouvelle dans cette capitale de l'ancien Empire russe, cette capitale qui ne devrait pas être là. Et bon, ça fait 40 ans que je dis cela, hein, et je répète souvent cette expression, mais en tout cas, ceci est un défi à la nature, parce que la ville est construite sur un marécage infesté. C'était vraiment un marécage. Les gens mouraient parce qu'ils buvaient l'eau de ce marécage. Ça ne devrait même pas exister. Mais cette ville est une vision. Cette ville est une production de l'imaginaire de Pierre le Grand. Et c'est donc cette vision moderne de 1703, donc 100 ans après, il faut célébrer cette modernité. Et pour cette modernité, ce mélange dans le modernisme et l'internationalisme, c'est une fenêtre sur l'Occident. C'est ce qu'on dit généralement de Saint-Pétersbourg, mais c'est plus que cela. C'est vraiment l'endroit pour lequel j'ai le plus travaillé. C'est pour ça que vous avez tous ces exemples ici. Bien, je ne vais pas vous donner tous les exemples ici, à voix haute, mais en tout cas, je me suis promené ici et là, en janvier, à Saint-Pétersbourg, et je suis allé au Bataïev, ce bâtiment de rapport. Et je ne l'avais jamais vraiment inclus avant dans mes propos. Je me suis concentré sur ce bâtiment lorsque j'y étais, et voilà donc la première fois que je vous montre l'interprétation de ce Badaïev, bâtiment de rapport. Il y a très peu qui existe, très peu de littérature. Quand on regarde l'Art Nouveau à Saint-Pétersbourg, en tout cas pour les bons éléments, quasiment tout est en russe par Boris Kirikov. Kirikov, c'est le spécialiste pour Saint-Pétersbourg de l'Art Nouveau. Il est incroyable. Il utilise encore une machine à écrire, hein. Il n'utilise pas un ordinateur. Rien que pour ça, je l'adore. Et alors, ce bâtiment Badaïev est gigantesque. Je ne vais vous montrer que la façade, c'est un coin de rue, et vous voyez le schéma un peu irrégulier, ce plan est un peu irrégulier. Je ne sais pas combien il y a de logements, mais en tout cas, cette construction, l'entreprise de construction Badaïev, bien sûr, construisait ces bâtiments de rapport. Ils se sont beaucoup développés à l'époque, dans de nombreuses villes, à
Saint-Pétersbourg, entre autres. Donc, vous voyez ici le bâtiment Art Nouveau. Je vous montre 3 exemples de ces bâtiments de rapport. Et la fonction est importante. Là aussi, une fois de plus, vous avez des exemples de cela, je crois, dans votre exposition de Wagner, de Wenzel, avec la maison en majolique notamment. Les 2 maisons y figurent. Et vous avez mélange de fonctions, des bureaux à l'étage, alors que vous avez des magasins en bas, et puis ensuite des appartements en hauteur. Ce sont des bâtiments énormes, parfois jusqu'à 6 étages, 7 étages. Là, vous voyez, 5 étages, peut-être aussi un autre étage au-dessus des 5 étages dans les combles. Mais vous avez en bas des bureaux et vous avez au moins une fonction duelle du bâtiment avec bureau et magasin. Bien, je crois que les frères Kossiakov, il y a 2 frères qui ont construit ce bâtiment à gauche, Vassili et Georgi, sont bien conscients de ce qu'il y a là, de ce qui se passe. Vous avez l'hôtel Élysée Palace à Paris. Est-ce qu'il existe encore? Je crois qu'il existe encore. Mais en tout cas, il y a peut-être la partie de l'Ange qui est perdue maintenant. Moi, j'ai vu une publicité pour la banque et je me suis dit, on ne pourrait pas retrouver l'Ange là, nous remettre l'Ange sur la façade, au con. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, une ancienne carte postale, parce que regardez, les frères Kossiakov avaient sûrement vu ce bâtiment de l'Élysée Palace. Ce langage est reproduit. Mais en tout cas, récemment, le bâtiment a été restauré et c'est pour ça que ça a attiré mon attention en janvier. Je me suis dit, tiens, ça a l'air bien neuf par rapport à la dernière fois où je me suis promené à Saint-Pétersbourg. Et effectivement, regardez, c'est polychromatique. Vous avez les roses, c'est polychrome. Vous avez toute forme de nature exprimée et mise en exergue avec plusieurs formes, parfois de taille énorme, parfois petit, parfois qui sortent un peu, parfois sur des rambardes, parfois autour de fenêtres semi-circulaires. Et vous avez aussi d'autres formes de flore et faune ici et là. Vous avez également des tournesols, là, assez simples dans leur forme rectiligne, un peu allongée et simplifiée, avec aussi une petite touche russe de fenêtre dans la fenêtre pour faire passer de l'air. Ça, c'est très important pour les Russes, cette petite fenêtre qui s'ouvre dans la fenêtre. Et d'autres détails ici. Vous avez de la céramique, une princesse assise chevauchant son cheval. Et ensuite, vous avez un exemple de balustrade, des roses, des formes géométriques carrées. Voilà une forme d'art nouveau et un bâtiment de rapport. C'est un peu un rêve avec des formes florales, oniriques. Vous avez aussi la forme plus nordique, romantique, plus lourde, plus ancrée, plus lourde de l'Art Nouveau que l'on voit à Saint-Pétersbourg. C'est dans un bâtiment qui n'avait pas été inclus avant. Vous avez aussi la société d'assurance Rassia. Et vous avez quelques exemples de ce bâtiment Rassia qui existe. Il y en a un à Moscou, il y en a un qui est toujours à Riga, en Lettonie, de Proskourine, je crois, l'architecte Proskourine. Et en tout cas, celui-ci, aujourd'hui, n'est plus un immeuble de rapport, c'est en fait multifonctionnel. Et là, vous voyez qu'il s'agit maintenant d'un centre pour Rosphoto, c'est-à-dire l'histoire de la photo russe. Il y a de très belles expositions ici. Si vous regardez Rosphoto, vous verrez. Vous trouverez peut-être des photos de l'intérieur intéressantes. Eh bien, parlons de Gimpel et d'Iliachev. Il s'agit des architectes 1905 à 1907 avec Röhrig qui est l'artiste qui a produit aussi. Il avait été formé comme archéologue et il était allé dans le Grand Nord pour explorer le Grand Nord. Et Kandinsky l'a fait aussi. Et d'ailleurs, il y a aussi un lien avec Kandinsky dans le Nord, même si lui, il est en Bavière. Mais en tout cas, Röhrig et Kandinsky, à ce moment-là, dans leur langage formel, peuvent être considérés comme quasiment une seule personne, alors que Röhrig ne va pas aussi loin dans l'abstraction, je pense.
Et voilà donc, vous avez les pierres lourdes et vous avez du granit aussi autour des petites tourelles et aussi vous avez tout au-dessus une partie qui paraît assez lourde. J'ai essayé de vous montrer l'intérieur maintenant. Beaucoup de panneaux avec de la neige, comme vous voyez, des hommes, des chevaliers aussi sur les chevaux. C'est tout à fait Kandinsky ici que l'on revoit ici. Là, c'est sur la frise de Röhrich. Et elles ont été restaurées récemment. Donc l'état est bon. Là, c'est Morskaya, la rue qui est très élégante dans la ville. C'est là où j'ai un appartement. Si vous voulez louer un appartement, c'est une très belle rue. Et il s'agit d'un endroit magnifique pour exprimer en fait le côté du nord. Et c'est assez proche du bâtiment Fabergé aussi. Et Fabergé, lui, utilise une forme d'art nouveau différent. Donc il est bon de faire cette comparaison, je crois. Moi, je ne l'ai pas fait en tout cas dans mon exposé PowerPoint. Vous voyez à nouveau des reines, vous avez des archers aussi avec leurs armures, des forteresses du nord. Et à l'intérieur, regardez un petit peu ce que vous voyez. Vous avez quasiment le nord mythique. Vous avez ici du plâtre, du verre, du métal utilisé. Quoi d'autre non, je crois que c'est principalement... C'est aussi de la céramique pour les lâtres aussi, pour se réchauffer. Regardez les oiseaux ici. Peut-être des pans, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est pas très nordique, c'est vrai, le pan. C'est peut-être le seul élément non nordique que j'ai trouvé ici. Et regardez ici, par exemple, un phoque ou l'équivalent, un morse. Et autour de l'arcade, et puis des parties en plâtre qui ressemblent quasiment à un iceberg. Et tout est blanc. C'est incroyable. Vous pouvez quasiment pas prendre une photo dans cet endroit qui s'appelle le Ross Photo, parce que si vous utilisez un flash, eh bien, ça reflète sur le plâtre blanc, et je n'arrive jamais à prendre une bonne photo ici. Et à droite, je ne sais pas ce qu'est cet oiseau. J'ai l'impression que ça ressemble à un pingouin, mais c'est dans l'Antarctique, un pingouin, donc je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça aussi, peut-être un élément, une connexion entre le nord et le sud. Et regardez ici, à nouveau, une personne qui vient d'une tribu, peut-être une tribu nénète, représentée ici du nord, avec ses reines. Et puis vous avez les pins ou alors les bouleaux, tout jeunes, les jeunes bouleaux. Et c'est très en relief, comme vous le voyez, un plâtre très en relief pour orner la cage d'escalier du bas en haut. Et encore des rennes, des petits canoës, et un soleil, des fougères, des chevaliers, des châteaux, et encore une fois de façon stylisée, quasiment comme des flocons de neige, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est vraiment plus art nouveau, facile à reconnaître. Vous avez des formes aquatiques qui se déplacent sur la céramique. Certaines ont été produites en Finlande par des maîtres finlandais, d'autres à Saint-Pétersbourg. C'est un mélange de production. Et vous avez à nouveau le foyer fait en Finlande, ici, avec des tuiles en céramique. Et ils changent également. Parfois, ils sont lourds, massifs. Parfois, ils sont plus légers. Parfois, comme vous le voyez, ils ont même un visage assez étrange. Parfois aussi, vous avez le chardon écossais. Tout à fait écossais, le chardon. Et je ne sais pas quelles sont les autres plantes ici. En tout cas, vous pourrez toujours... vous pouvez vous reposer contre ces cheminées, hein, parce qu'elles sont chaudes, ces poêles sont chaudes. Donc, c'est une sensation vraiment très agréable. Voilà une autre adresse Internet. Si j'avais le lien, je pourrais vous le montrer. Mais en tout cas, citywalls.ro, allez voir sur ce site, vraiment. C'est incroyable. Malheureusement, moi, je l'utilise en russe. Hein. Je ne suis pas sûr s'il y a une autre langue disponible. Mais en tout cas, il se concentre sur ces styles et ces bâtiments pour tout type existant
à Saint-Pétersbourg. Donc citywalls.ru, c'est vraiment le site, le premier que vous voyez tout en haut. Bon, sinon vous pouvez voir des cartes, vous pouvez aussi vous concentrer sur les styles et là vous avez un menu déroulant et si vous appuyez sur, cliquez sur moderne, si vous arrivez à lire le cyrillique, ça se dit moderne et c'est là que vous aurez la partie Art Nouveau parce que ça se dit moderne en russe. C'est pas moderne après l'Art Nouveau, ça veut dire l'architecture qui est Art Nouveau entre 1895 environ et 1915, je pense. Donc, voilà, je ne vais pas vous montrer l'Eliseyev Shop. C'est un magasin magnifique. Vous pouvez y acheter du chocolat, du caviar et puis peut-être aussi un petit peu de fromage. Et vous allez voir, c'est vraiment un emporium d'Art Nouveau par Baranovski, c'est lui l'architecte. Et puis Karl May, le gymnase, c'est une école secondaire avec beaucoup d'architectes d'Art Nouveau et d'artistes qui ont été éduqués là-bas. C'était une école de langue et Ostro-Vassilevski, ils sont allés, c'est une école magnifique telle qu'elle est. Et maintenant, c'est en partie un musée, cette école. En tout cas, allez voir aussi ce site Internet. Et puis, vous avez l'Institut d'orthopédie. J'ai mis quelques exemples ici de cet institut parce que c'est l'équivalent de Wiener Steinhof, en fait. C'est du côté viennois, avec l'église de Saint-Léopold et l'hôpital psychiatrique. Meltzer aussi avec l'Institut d'orthopédie et hôpital est l'équivalent de tout cela. C'est vraiment un langage architectural incroyable qui existe entre les deux, qui en fait n'a jamais été bien mis en exergue. Alors, nous avons un petit peu là ce bâtiment qui est celui de l'immeuble de la compagnie Singer, des machines à coudre. Il y a différentes fonctions ici. Il y avait une banque au rez-de-chaussée. Dans une certaine mesure, cela me rappelle la caisse d'épargne de Wagner à Vienne, pas dans sa façade, mais dans une certaine mesure. Il a une structure en métal, il y a des plafonds de verre, il y a des ascenseurs Otis, de la marque Otis. C'est très fonctionnel, il est enveloppé dans ses formes curvilinéaires. Et vraiment, c'est un langage direct. Donc, et l'on voit des machines à coudre américaines, donc Singer, que l'on connaît bien. Et c'est sur la perspective Nevsky, qui est la grande artère de Saint-Pétersbourg, qui va de l'Amirauté jusqu'au bout de la Neva, jusqu'à la perspective Alexandre Nevsky. Donc, vous voyez ici la coupe, vous voyez la fenêtre à l'intérieur, cette grande verrière. Aujourd'hui, c'est la maison des livres. On peut la visiter, on peut voir une grande partie de son intérieur. Parfois, il y a des expositions dans la partie, là, sous le dôme, dans l'espace qui se trouve sous le dôme. Donc, très rapidement, je vais vous la présenter. Donc, ces cariatides que l'on voit ici, il y a 3 paires de cariatides aux angles et sur les 2 façades latérales. L'Est et l'Ouest, je crois que ce sont les façades Est et Ouest. Ce sont des cariatides tout à fait remarquables parce que elles me font penser un petit peu à celles qui apparaissent à la caisse d'épargne d'Otto Wagner à Vienne. En fait, ici, c'est Monsieur Suzor, qui s'appelait en fait Paul-Jules Percin, comte de Suzor. Il était français. Oui, il était français. C'est un remarquable architecte. Je pense que son père avait donc émigré en Russie, peut-être même son grand-père. En tout cas, il était d'ascendance aristocratique. Et
je ne sais pas exactement quand ils sont arrivés en Russie, mais en tout cas, c'est son chef-d'œuvre. Voilà. Donc, d'un côté, cela insiste vraiment sur l'aspect maritime nordique de Saint-Pétersbourg et par ailleurs, cela met en exergue également les génies, les valkyries, les génies, les dieux ailés. Donc, vraiment un peu l'envergure, l'empan ailé de ces cariatines. L'une est plus masculine que l'autre. À droite, elle a l'air plus féminine. Elle a effectivement le fuseau, la bobine, elle tisse, et l'autre, eh bien, il a une lance, celui sur la gauche. Vous voyez, c'est donc deux aspects. C'est bien entendu, on joue avec ces colonnades tout à fait imposantes. Ici, ça donne un peu la bourse de Saint-Pétersbourg. On a un grand escalier royal. Il y a plusieurs, évidemment, volets d'escalier. Ce qui sont donc on pourrait dire, les salles des marchés que l'on voit. Puis on arrive jusqu'en haut, sous le dôme, sous la coupole. Il y a un espace que l'on voit ici. Vraiment, il est brillé. On utilise toute cette structure métallique qui s'est largement développée grâce à Chouchoff, il faut le dire. Cette capacité à faire appel à l'ingénierie contemporaine pour créer ces structures. Donc, quand elle est éclairée la nuit, c'est vraiment très impressionnant, c'est magnifique. Je voulais également parler rapidement de ponts, et là, je dois revenir à mes notes, parce qu'en général, je ne parle pas de ponts, effectivement. Je pensais que c'était intéressant, parce que, d'abord, j'ai parler du pont sur Krasnoïarsk au départ, un pont de chemin de fer. Il y a eu un grand traité entre la Russie et la France entre 1893-95 et donc c'était un petit peu la rencontre des deux États, une nouvelle collaboration dans toutes les sphères, dans tous les domaines, pourrais-je dire, que ce soit dans l'ingénierie, l'architecture, qui ne représentait finalement que l'un de ces possibilités de collaboration. Les ponts représentent donc cette relation de façon très claire avec cette tonalité d'Art Nouveau. Ici, nous avons le pont de la Trinité qui s'oriente vers la partie de Petrovgrad, loin de la place Vorosgov, donc qui étend cet immense fleuve qui est la Neva. Ici, ce pont a été dessiné en France. C'est un pont français, c'est un pont à bascule qui s'ouvre, c'est un pont levant. Je crois que j'ai suffisamment de détails ici pour que vous puissiez le voir ici. Et je suis désolée d'avoir mal le prononcer. Donc, en fait, c'est Gustave Eiffel a remporté le premier prix pour le concours de ce pont. Ce n'est pas son pont qui a été construit. En revanche, c'est celui-ci qui a été construit, également réalisé par une compagnie française. Donc, c'était Monsieur René Patouillard de Mauriane qui avait également dessiné l'École des Beaux-Arts à Nancy. C'est tout à fait intéressant. Je ne sais pas lequel des deux a été dessiné d'abord, mais enfin, bon, quoi qu'il en soit. Ce qui est tout à fait intéressant ici, pour moi, ce sont surtout les lampadaires et également là où les travées se rencontrent. Il y a cet aspect très fluide de l'Art Nouveau. Le pont suivant que j'ai pu traverser, que j'ai visité récemment, et j'ai pensé que je devais en parler aujourd'hui. Ici, c'est le pont de Pierre-le-Grand sur le fleuve Orta. C'est un pont qui est un peu plus tardif, mais qui a été construit grâce à cette collaboration russo-française. C'est une sorte de combinaison des savoir-faire et d'ingénierie. Toute cette connaissance, cette synthèse architectonique. Ils ont rapporté des prix pour cette finesse architecturale, pourrais-je dire. Et donc, et la extraordinaire
portée. Il a 344 mètres de long. C'est donc un pont levant, un pont à haubans, qu'il combine aussi bien la modernité avec l'ancien. C'est un peu, il me fait penser à la Tour de Londres, au pont à Tower Bridge à Londres. Je pense que le pont Tour de Londres est beaucoup plus ancien et magnifique. Il s'élève au-dessus de la Tamise. Mais c'est une image assez complète que l'on peut voir si je vous montre certains détails de plus près. Ici, comme vous pouvez le voir, on peut voir un rapport avec les différents aspects que l'on peut voir à Vienne sur ce pont. C'est tout à fait remarquable, c'est magnifique. Qui est donc aussi associé à ce travail de la pierre. Et puis, j'allais mentionner également l'Institut d'orthopédie. Je ne veux pas m'étendre trop, j'en ai déjà parlé, il faut le comparer avec le style que l'on retrouve à Vienne également. Mais j'en ai parlé dans un article, si l'un d'entre vous... Bon, je ne l'ai pas comparé, mais j'ai écrit sur cela, à vrai dire. Et donc... Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a écrit là-dessus, mais enfin, en tout cas, si cela vous intéresse, j'essaye de traduire cette langue qui s'exprime. C'est un bâtiment tout à fait imposant, tout à fait moderne. C'est un institut d'orthopédie médicale, bien sûr, et qui utilise ces lignes très, disons, simples, très épuré. Parfois, il est entièrement ouvert. Les lieux où les patients étaient là, les salles des patients. Je ne voulais pas vraiment m'étendre là-dessus, mais surtout, je vous parlais de l'église La Chapelle, qui ressemble à la chapelle de Saint-Léopold, l'église Saint-Léopold, excepté que c'est une croix grecque qui se présente d'elle-même. Là, elle est incorporée dans la structure, mais le moderne, les toits sont plats, une certaine géométrie qui n'est pas celle de la croix traditionnelle que l'on retrouve dans les églises grecques orthodoxes, mais ici on peut la voir qui est présentée ici, et il intègre donc un travail de céramique de Kuzma Petrovodkin, de la Vierge Marie. Petrovodkin, dans une certaine mesure, est un peu le Matisse pour pouvoir transmettre ce langage. Ici, c'est une façade tout à fait magnifique où l'on voit l'église avec cette murale de Petrovodkin. Elle a été réalisée en Angleterre, d'ailleurs. Et voilà, eh bien, très brièvement, je n'ai plus beaucoup de voix, je n'ai plus beaucoup de temps. Et retournons rapidement à Glasgow. Il y a tellement moins à voir à Glasgow qu'il n'y a à Saint-Pétersbourg et qu'il y avait à Paris en 1900. Donc, allez, un petit zoom sur Glasgow maintenant. Ici, il y a évidemment une étroite relation avec Vienne, comme je l'ai dit, les travaux de Mackintosh pour ses mécènes viennois. Il est en lien avec Hofmann. Ici, nous voyons ici le salon pour un amateur de musique. Voilà. Ici, vous voyez tous les liens pour Mackintosh que je vous recommande. Je l'en ai déjà parlé, qui sont évidemment issus de l'Université de Glasgow. Nous avons donc ici tous ces bâtiments, notamment le salon de musique pour un amateur. Vous allez trouver tout cela en ligne. Mackintosh a évidemment ce lien avec l'Europe continentale, notamment avec la partie germanophone, également avec Bruxelles, avec la Belgique. Je ne sais pas s'il était si lié que cela à la France, à Paris. En tout cas, il s'est certainement rendu en Belgique quand il était plus jeune. Et peut-être qu'on peut retrouver ce lien avec Victor Horta ou avec Van de Velde. En tout cas, avec sa femme, Margaret, ils ont réalisé ces intérieurs ensemble. Elle réalisait les frises, toutes les fresques en plâtre pour les installations à Vienne en 1900, pour l'exposition sur l'association viennoise. Vous pouvez voir
vous pourriez voir ces travaux dans certaines des maisons, les salons de thé qui ont été également réalisés par Macintosh. Évidemment, il est très connu pour ses chaises à haut dossier très inconfortables, bien entendu. Parfois, elles font presque comme une sorte de d'aura de halo autour de la tête. Et puis, parfois, on les appelle les Macintosh, c'est-à-dire qu'elles se moquent de vous parce que on est là comme si on était sur une grande chaise, on y était presque ivre, on pourrait dire. Voilà, donc je ne savais pas quelle était la meilleure des photos pour pouvoir les montrer. Quoi qu'il en soit, il aimait le blanc, il aimait le contraste. C'est très monochromatique, mais en général, c'est noir et blanc, du noir sur du blanc, avec des tout petits détails en couleurs, des couleurs un petit peu fortes, évidemment, que ça soit en verre ou en céramique. Nous avons des traditions un peu païennes qui font des aplats, des figures féminines qui leur donnent un aspect angélique, non matériel, qui sont qui rendent un aspect très esthétique dans cet environnement pour la vie courante, qui permet un petit peu, qui porte à la réflexion. C'est une sorte la tyrannie du design. C'est presque trop pur, dirais-je. Et on a l'impression que d'être humain est trop matériel de se trouver là lorsque l'on visite l'appartement de Macintosh, parce qu'il fait partie de la galerie d'art de l'Université de Glasgow aujourd'hui. On a l'impression qu'on doit marcher sur la pointe des pieds parce que c'est tellement délicat. Et bien entendu, évidemment, les conservateurs essayent de vous transmettre cet esprit, en tout cas. Tout à fait incroyable, tout à fait remarquable. Ici, quelques images de salon de thé Willow, le saule, sur certaines de ces chaises à barreaux qu'il a dessinées, les portes notamment, ces croix païennes pour le salon, une sorte réservée à une élite. Et puis l'on voit le saule, c'est une abstraction totale, mais c'est quand même, ce sont des saules, c'est un saule pleureur qui sont presque larmoyants sur ces formes-là. Et puis, la célèbre maison de Helensburgh, Hill House, la maison sur la colline par Otto Blackie, qui fait partie désormais du patrimoine national, le National Trust. Vous aurez la joie de la voir de près, dans une boîte en verre pratiquement. Elle est enfermée. C'est porté une légère controverse, je dois dire, parce qu'elle se détériorait avec le temps. Donc, ils l'ont enveloppée dans une sorte de boîtier en verre. Donc, c'est un mécène, un éditeur qui vivait à la campagne, près de Helensburgh, près de la rivière Clyde, près de Glasgow. C'est une ravissante maison qui regarde, qui est ouverte vers la rivière et une vision à 360 degrés de la maison. Il n'y a pas de façade avant, arrière, pas de côté. L'entrée principale a l'impression d'être un peu modeste sur le côté. Il y a une perspective tout à fait magnifique qui s'ouvre vers la rivière, vers le fleuve en fait, mais il intègre des éléments de l'art baronial écossais, quelques formes d'une maison de ville, mais également un style un peu japonisant dans ce treillis qu'on pourrait voir ces formes. On combine ici évidemment le noir, le sombre avec le clair, et tout cela dans un seul bâtiment. Et puis, ce bâtiment extrêmement triste où en général, j'amenais mes étudiants tous les ans pour le visiter. Il a été détruit 2 fois par un incendie et la dernière fois, il y a 2 ans, lors du jour de la remise des diplômes, il a été détruit et je crains qu'il ne puisse être reconstruit. À mon avis, c'était vraiment le chef-d'œuvre de l'Art nouveau du Nord, peut-être avec l'Institut d'orthopédie de Meltzer également. C'était réellement sublime. Sublime. Et il mélange réellement l'aspect fonctionnel moderne avec
tout l'aspect irrationnel, le travail du fer, du verre, du bois, de la pierre locale. C'était réellement un chef-d'œuvre. C'était unique. La salle des professeurs, cette vision, ce peintre visionnaire anglais qui a vraiment tout compris à travers sa formation de peintre de l'école de South Kensington. Il avait compris parfaitement la relation qui s'appliquait aux arts appliqués vraiment, c'était une force essentielle pour Mackintosh ici. Et c'est vraiment une peine que c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été là. Certains morceaux de mécénat qui ont été laissés ici. Évidemment, la bibliothèque aussi, l'entrée, les ateliers. C'était vraiment un bâtiment incroyable. Ce qui a survécu, c'est l'école de Scotland Street. C'est un musée également. C'est un petit peu éloigné du centre. C'est un musée sur l'enseignement, mais il est magnifique. À mon sens, il est sublime et il transmet parfaitement le langage de l'Art nouveau de Mackintosh. Il fait appel aux traditions médiévales avec les tours là que l'on peut voir sur les côtés, mais en ouvrant avec ces grandes baies vitrées. Et puis il y a de grandes volets d'escalier, l'un pour les garçons, l'autre pour les filles, avec une entrée que l'on ne peut pas voir ici, qui était une grande entrée centrale, qui était pour les tout petits. Là, c'est l'entrée des filles. Et dans les fenêtres, il intégrait ce petit détail. Un peu, c'est presque comme une forme. Elle n'apparaissait pas partout. Et donc, on a vraiment l'impression de la transparence avec cet aspect réticulé, illuminé par ce petit point de lumière qui apparaît dans ces fenêtres-là. Vous voyez, on peut voir toutes les possibilités que l'on voit sur cette cage d'escalier qui s'élance là. Bien entendu, il n'a pas pu avoir son choix de couleur. Bien entendu, avec des restrictions budgétaires, il n'a pas réussi à chaque fois à avoir. Donc, c'était beaucoup plus blanc, comme dans l'école de Glasgow, l'école d'art, des beaux-arts de Glasgow. Il voulait que l'on parte de l'obscurité et que cela aille vers la lumière, vers le blanc. Mais là, au contraire, on a économisé. Il y a beaucoup de blanc avec une frise verte. Je ne sais pas... Les enfants doivent faire des exercices, pratiquer des exercices. Je ne sais pas si vous faites ça, pratiquer des exercices en France. Enfin, c'est en tout cas la salle des exercices. J'avais plusieurs exemples, mais je vais simplement vous les montrer. Je ne vais pas en parler. Il n'y a pas beaucoup entre Glasgow et Saint-Pétersbourg. J'ai mentionné Riga, c'est fantastique. Helsinki, c'est comme Riga sur certains aspects. Tallinn en a moins, c'est bien, mais il y en a pas mal. Stockholm n'a pas beaucoup à offrir. La même chose pour Copenhague. Il y a quelques petits exemples. Et voilà pourquoi je vous les présente à Helsinki. Cela vaut la peine d'aller le visiter. On sent le nord rude parfois dans les rues, dans les musées, différentes banques de centres d'art qui ne sont pas forcément d'art nouveau, mais ils utilisent le même langage que nous avons vu à Saint-Pétersbourg dans l'exposition de Nijni Novgorod à Paris, en passant par celle de Glasgow, bien sûr. Donc, j'avais un étudiant qui écrivait pour son doctorat sur les écoles Art Nouveau en Écosse. Et donc, elle a identifié particulièrement l'école très bien connue qui s'appelle Norra Latin, qui avait ces peintures murales tout à fait remarquables, tout comme Mackintosh qui voulait que l'on s'élève de l'obscurité, des ténèbres vers la lumière, donc qui mélange un peu l'université nationale et l'université et l'universalité. Donc c'est une école de garçons, donc on s'élève
les cygnes, ou les oies plus exactement, avec leurs grandes ailes, avec vraiment cette envergure. J'ai parlé toujours de cette envergure de l'empan, et ça c'est très symbolique pour la Suède. Les oies, les jarres, particulièrement pour les garçons, quand ils ont leur diplôme des écoles, ils deviennent comme des cygnes qui peuvent émigrer et peuvent répandre leur éducation. Il y a un autre dernier exemple ici que l'on voit sur le PowerPoint qui nous vient de Suède, qui est de Norrköping. Et Rachel Shepard, mon étudiante en doctorat, il y a de nombreuses années, il y a 10 ou 15 ans, je crois, a écrit sa thèse de doctorat et elle avait identifié Carl Bergsten comme étant le Macintosh suédois. Elle a publié un article sur Bergsten et Macintosh dans notre journal de l'université, je pense. Et après, elle a abandonné complètement toutes les études d'art, ce qui est dommage. Mais cette école, Saint-Olof, à Norrköping, elle y est allée. Elle a été en mesure de montrer vraiment l'écho qu'il fait à l'art nouveau, à Macintosh. Donc, voilà. Et là, il y a ces frises que l'on voit dans les couloirs, ces couloirs aux différents étages, comme si elles avaient été faites au stencil par des peintres. Et il y a également une boussole. J'avais présenté cette boussole dans les images que je vous ai présentées au départ, parce que je crois que j'en ai suffisamment donné. Également les oies ou les cygnes, comme vous voulez. Je crois que, voilà, c'en est assez. Merci beaucoup de votre attention.